Bonjour tout le monde, moi je suis très contente de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau webinaire. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Aude Sangaré. Je vais la présenter dans une petite minute. Je me présente d'abord pour les quelques-uns qui ne me connaissent pas forcément trop. Mais ça va être très court. Après je laisse vraiment la parole à Aude. Donc moi je suis neuroscientifique et je suis spécialisée en oculométrie. Je m'appelle Muriel Moindreau. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est j'accompagne vraiment les orthoptistes à faire de l'oculométrie une force dans leur pratique. Ça passe par des formations et des accompagnements, mais aussi par des événements comme aujourd'hui, où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir des invités qui, en fait, sont des cliniciens qui nous partagent justement sur des sujets d'intérêt. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Aude Sangaré qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Aude, elle est neurophysiologiste et elle est spécialisée dans l'enregistrement des mouvements oculaires. Et elle s'est spécialisée du docteur Bertrand Guémard, qui, pour moi, je pense, est la référence française, mais bon, je peux me tromper, dans l'enregistrement des mouvements oculaires. Et donc, aujourd'hui, Aude, elle est chef de clinique assistante à la Sorbonne Université, au sein du service de neurophysiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et elle a en plus soutenu une thèse sous la direction de Lionel Lacache, ou Nakache, pardon, je ne sais pas si je l'avais bien prononcé, dans laquelle elle a exploré des nouvelles signatures comportementales et cérébrales de l'état de conscience et où elle a notamment utilisé la pupillométrie. Et donc aujourd'hui, Aude, elle est là avec nous pour nous parler des encéphalites auto-immunes et des encéphalopathies, pour nous aider à reconnaître les anomalies oculomotrices et voir aussi quand alerter. Voilà, si tu veux compléter, n'hésite pas. Et puis maintenant, Aude, je te passe la parole. Merci vraiment d'être là aujourd'hui. Non, merci pour l'invitation, pour l'introduction très complète. Et oui, j'ai choisi de vous choisir de ce sujet, en fait, qui est peu abordé, j'ai l'impression, auprès des orthoptistes. Et pourtant, il y a des maladies neurologiques qui ont un traitement qui nécessite d'être mis en place assez rapidement, qui vont être tout ce qui est encéphalopathie. Je vais vous décrire la clinique, les différentes portes d'entrée. Rarement, la porte d'entrée peut être purement visuelle, purement oculomotrice. Donc, même si c'est pas à vous de faire le diagnostic, c'est bien d'avoir les petits signes cliniques qui vont vous mettre la puce à l'oreille, d'une part, et d'autre part, vous voyez toujours la même sémiologie, le mouvement oculaire anormaux. Et là, je voulais un peu étendre le champ de ce qui existe. Euh, donc, vous voyez rarement des tracés ou des vidéos, mais qui sont aussi possibles chez des patients un peu plus graves parce qu'ils vont avoir des lésions cérébrales plus diffuses. Mais comme ça, vous aurez vu au moins une fois qu'est-ce que sont que ces mouvements oculaires anormaux. Vous verrez peut-être pas forcément dans votre clinique, mais que si jamais un jour vous voulez vous rencontrer un patient qui a cette plainte un peu étrange, ça réveillera peut-être un petit souvenir et vous repenserez à ce séminaire. Donc c'est un truc qui se veut, un cours qui se veut très pratique, hein, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Je prends vraiment toutes les questions avec plaisir et c'est vraiment une vue d'ensemble. Hein, je vais pas couvrir toutes les encéphalites, toutes les encéphalopathies. C'est plus pour avoir vraiment des notions clés. Et c'est vraiment un cours pensé hein, pour vous, pour les orthoptistes. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, qu'est-ce que c'est une encéphalopathie? Tout d'abord, c'est juste une souffrance globale et diffuse du fonctionnement cérébral. Ça ne veut rien dire de plus, souffrance globale du cerveau. Les causes, c'est varié, ça peut être métabolique, toxique, infectieux, ischémique, carentiel, auto-immun, inflammatoire. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez vaste hein, derrière la notion d'encéphalopathie. C'est juste qu'il y a une souffrance diffuse. Sauf, et pardon, cliniquement, les signes, hein, pareil, sont en lien avec une souffrance diffuse, il peut y avoir des signes divers et variés, et des fois avoir des présentations très explosives qui vont vite se terminer aux urgences, en réanimation, et pas dans votre cabinet d'orthoptiste. Donc finalement, celles-là, c'est pas celles qui vont vous poser des problèmes. Par exemple, les troubles de la conscience aiguë, les crises d'épilepsie, ça maintenant, on les reconnaît bien, et il n'y aura pas des erreurs d'adressage. Là où ça va être plus difficile, et peut-être vous allez pouvoir jouer un rôle, ça va être des patients qui vont se présenter avec des troubles cognitifs, parfois lentement progressifs, ressemblant à des maladies neurodégénératives. Sauf que là, ce ne sera pas ça. Il y aura une action à prendre rapidement. Et ce ne sera pas la même sémiologie oculomotrice non plus. Des troubles neuropsychiatriques, où très vite, comme il y aura un contexte, on va dire, bon voilà, c'est fonctionnel, vous avez eu le cours, le séminaire sur les fluipidies, et on va associer ça en se disant, voilà, c'est très fréquent. Mais pareil, il y a des petites choses au niveau des yeux qui vont faut dire, ah non, non, là, c'est pas fonctionnel. Peut-être qu'elle a une comorbidité psychiatrique, mais là, on n'est clairement pas dans ça. Ou des mouvements anormaux aussi, ça pourra. Les mouvements anormaux ne concerneront pas que les membres, mais également les yeux. Il peut y avoir des signes focaux, notamment cérébelleux ou du tronc cérébral. Et là, on sait hein, que les mouvements oculaires,
C'est vraiment l'examen fonctionnel pour enseigner sur les anomalies cérébelleuses et de certaines anomalies du tronc en fonction de la région. Donc là, je pense que c'est toute l'anatomie, hein, des structures oculomotrices dans différents séminaires, vous avez dû les voir. Et si vous connaissez bien cette anatomie, vous savez que c'est corrélé à certaines anomalies. Euh, donc tout ce qui va être cortical, on est d'accord que c'est plus pour déclencher un mouvement, que ce soit un mouvement des bras, un mouvement des yeux, parce qu'il déclenche les mouvements, c'est plutôt cortical. Donc encéphalopathie avec une atteinte corticale, vous aurez des latences augmentées, fluctuantes, des antisaccades perturbées. Tronc cérébral, là, c'est plutôt la machinerie, le moteur qui est là pour faire bouger les yeux. Donc, si vous avez une atteinte du tronc cérébral, on va plutôt être pas dans des attentes des latences, mais dans des ophtalmoplégies. Les ophtalmoplégies, ça bouge pas, c'est évident pour le clinicien. Mais quand c'est juste un ralentissement, parfois on peut passer à côté. D'où l'intérêt des enregistrements. Et pareil, hein, dans le tronc, il y a beaucoup de structures qui sont là pour responsables de l'intégration neuronale, qui peuvent donner en fait des mouvements anormaux, comme des nystagmus notamment, qui battent en haut. Je vous rassure, après, on va revoir ça doucement, c'est juste une introduction générale. Et le cervelet, le cervelet qui a de multiples rôles, et j'y reviendrai étape par étape dans ma présentation, mais là aussi, il y a certains mouvements anormaux qui vont vous orienter vers différentes atteintes cérébelleuses. Ok, donc dans les mouvements anormaux, souvent, comme je vous disais, on a un peu le même schéma. Là, je vais vous montrer un diagramme que vous avez déjà vu, et je vais vous en sortir avec d'autres anomalies oculomotrices. Donc, premièrement, dans un mouvement anormaux, ça vous l'avez déjà vu, est-ce qu'il y a une phase lente? Si oui, c'est un nystagmus. S'il n'y a pas de phase lente, que des mouvements rapides, on est dans les intrusions saccadiques. Ensuite, vous avez un nystagmus, est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a une phase rapide? Si oui, c'est un nystagmus, ça ressort, sinon c'est un nystagmus pendulaire. Normalement, ça, c'est des rappels. S'il n'y a que des saccades, est-ce qu'il y a un plateau? S'il y a un plateau, une pause, on est dans des ondes carrées. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, c'est assez banal, ça augmente avec l'âge. Pas que dans les syndromes parkinsoniens, dans les hydrocéphalies, dans les des démences lobaires frontotemporales, dans beaucoup de maladies neurodégénératives, ça va augmenter, vous en verrez plein. Le flotteur, ça, c'est un peu plus rare. Et ça va vraiment rentrer dans le vif du sujet des encéphalopathies et des encéphalites, où là, ça va être un signe que vous allez pouvoir retrouver dans ce type de maladie. Je vous montre bon, là, une vidéo pour bien que vous mettez ça dans l'œil. Donc là, c'est un mouvement de poursuite qui est demandé à la patiente, une poursuite lente. Et vous voyez, des fois, on a l'impression qu'il y a comme un bug. C'est une secousse rapide qui est purement horizontale. Comme si c'était la vidéo, hein, où il y avait un problème d'échantillonnage, mais non, c'est vraiment des mouvements très rapides comme ça, purement horizontaux. Il n'y a pas de pause, hein. C'est pas comme l'onde carrée où on a tac, une saccade, une pause, une saccade. Là, on a du mal à suivre le mouvement de l'œil. C'est surajouté à la poursuite, en fait. Oups, pardon. Là, par exemple, sur le tracé de poursuite, vous voyez bien qu'il y a ces petites saccades là comme ça, tac, 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 tac. C'est des petites bouffées comme ça de deux pulses de mouvements rapides qui se surimposent à la poursuite. Si je vous montre un tracé, on lui demande de cligner. Pareil, il y a les petites bouffées, hein, qui peuvent se mélanger avec des ondes carrées. Et si je lui demande à la patiente de faire des saccades, donc on a les bouffées entre les saccades et sur la fixation excentrée. Et surtout, vous avez cette overshoot, la dynamique, où ça va un peu trop loin, puis ça se corrige. Pourquoi c'est les saccades, la poursuite et les clignements qui vont déclencher ces bouffées? Parce que c'est trois choses pendant lesquelles les neurones omniposes, hein, qui sont censés bloquer le système dans une position, eh ben, elles sont désinhibées pour avoir ces mouvements lents de poursuite, pour faire une saccade, ou les clignements, c'est plus réflexe. Donc bref, ces mouvements rapides, intrusion saccadique, pas de pause, on n'est pas dans une onde carrée, hein, ça y ressemble pas d'ailleurs, un flotteur, là c'est toujours un avis neurologique. Et souvent, c'est associé à des encéphalopathies, plus souvent d'ailleurs à des encéphalites. Je vous expliquerai la différence ensuite. Quand ça va dans les deux directions, donc là c'était purement horizontal, donc c'est un flotteur. Si c'est horizontal et vertical, on dirait que c'est un opsoclonus. Et Donc, les suivants doigts vers la droite, vers la gauche, pardon, j'avais mis droite des carrés pour garantir l'anonymat, mais ça cache un peu les yeux. vers le bas. Bah, vous voyez l'idée, hein, c'est des mouvements comme ça, des bouffées totalement erratiques, qui sont horizontales et verticales. Il n'y a pas de pause entre les bouffées, il n'y a pas de mouvement Doigt lent, on est vers la vraiment droite, à gauche, vers le dans un haut. nosoclonus là, parce que c'est horizontal, vertical. Bon. Vous aurez aussi remarqué qu'il y a une Excusez-moi. petite lenteur verticale et une petite skew. Mais passons, c'était pour vous montrer au moins une vidéo d'opsoclonus. Quand c'est parlant comme ça,
ils vont pas finir. Généralement, après une consultation avec le généraliste, il voit bien qu'il y a quelque chose, il l'adresse aux urgences. Mais quand c'est plus discret, comme juste là, où c'est la poursuite qui déclenche ces petits mouvements ou des saccades, ça peut passer inaperçu. Et là, c'était une patiente qui s'est retrouvée en psychiatrie parce que oui, elle avait des idées délirantes, hein, dans le cadre de son encéphalite. Mais ces mouvements oculaires anormaux, là, ça disait clairement qu'elle avait une encéphalite, qu'il fallait mettre un traitement assez rapidement en place. Donc là, vous pouvez jouer un rôle dessus. Là, c'est un peu plus rare, ce mouvement-là. Mais c'est juste pour vous dire qu'en sortant de ce schéma-là, où on avait d'une part les nystagmus, de l'autre les intrusions saccadiques, il y a aussi d'autres types de mouvements qu'on voit plus dans des ambiances type réanimation, parce que c'est des lésions cérébrales plus diffuses. Mais au moins, vous saurez ce qu'on entend par là. Donc là, c'est un ping-pong gaze. C'est des mouvements lents qui vont d'un point à l'autre, comme ça, du regard. C'est bon, permanent, même les yeux fermés, il y aurait ça. Donc ces mouvements-là, c'est pas un nystagmus, même si par définition, c'est qu'une succession de mouvements lentes, mais on les voit vraiment dans les connexions. Quand vos deux hémisphères cérébraux communiquent plus avec votre tronc cérébral, et ben, il y a un générateur qui spontanément s'enclenche, ça donne ces mouvements lents qui vont d'une part à l'autre. Ça, c'est plus pour votre curiosité. Si vous n'entendez pas le ping-pong gaze, c'est ça. Et c'est typiquement ce qu'on peut voir en réanimation dans des grosses atteintes, soit anoxiques, hein, après que les patients aient fait un arrêt cardiaque, mais également des fois dans des encéphalopathies très sévères hépatiques. Oups. Et pareil, toute une classification, là, c'est purement horizontal, dans le sens vertical, si ça descend rapidement, si ça monte lentement. Vous amusez pas à retenir tout ça, mais juste pour vous dire que des fois, sur des comptes rendus, vous allez voir des mots avec une autre sémiologie. Donc des bobbings, des deepings, ce genre de choses. C'est quand il y a des grosses lésions cérébrales. C'est pas un nystagmus qui a ce côté un peu irrégulier, comme vous allez voir. C'est là, globalement, c'est plus ça va vers le bas et ça remonte, mais il y a des petits mouvements rapides, hein, qui sont surimposés. Ouais, mes carrés, ils sont pas placés très bien. Mais ça monte lentement et ça descend, mais c'est de manière totalement irrégulière. C'est plus ample qu'un nystagmus. Donc là, le patient, en plus, il a une ophtalmoplégie horizontale, hein, vous voyez bien que sur les rocs horizontaux, ça ne bouge pas. Ok. Et là, comme là, on voit que là, sur toute sa fosse postérieure, là, je suis censée avoir un cervelet, un tronc cérébral. Il n'y a plus grand-chose. En PET, pareil, il n'y a rien qui fixe. Son cortex ne fonctionne pas si parfaitement. Elle est totalement consciente, cette patiente. Mais c'est un locked-in très sévère parce que il est haut, donc même ses structures oculomotrices mésencéphaliques sont atteintes. Donc elle peut même pas communiquer avec les yeux ou quoi que ce soit. C'est vraiment, pour le coup, locked-in, c'est d'être coincé dans son corps. Et là, c'est vraiment la définition pure dans le sens où elle a même pas les yeux et quand vous regardez ses mouvements oculaires, elle a ces mouvements lents, un peu erratiques, où il y a des mouvements plus rapides qui sont surajoutés, ça de manière totalement anarchique. Et pareil, quand on lui fait des rocs, elle a une ophtalmoplégie horizontale complète. Bref, c'était juste ça pour que vous l'ayez vu une fois. On va rentrer dans ce que vous allez voir peut-être vous en cabinet, en consultation, et qu'il va falloir aiguiller rapidement vers un neurologue. Donc, dans les encéphalopathies métaboliques et toxiques, la cause la plus fréquente, bah, c'est l'encéphalopathie hépatique. Et pourquoi? Parce que la cause de l'encéphalopathie hépatique la plus fréquente, c'est reste l'alcool. Il y a aussi des encéphalopathies urémiques, hein, sur des insuffisances rénales, sur des troubles hydroélectriques, des hypoglycémies sévères, où ça donnera plus, hein, des atteintes des nerfs crâniens nous concernant sur les troubles oculomoteurs. Et l'encéphalopathie de Wernicke, donc j'y reviens tout de suite, qui est aussi liée à l'alcool. Car oui, l'alcool, ça peut causer des troubles oculomoteurs, ça je pense que vous le savez. Si vous vous amusez lors de votre prochaine soirée à filmer les mouvements oculaires d'une patiente, pardon, d'un de vos amis avec son consentement qui aurait bien vu, vous verrez sûrement certaines petites choses en lien avec une atteinte cérébelleuse. L'ivresse aiguë est associée à une atteinte cérébelleuse oculomotrice. Et pas qu'oculomotrice, hein. Quand vous voyez les vidéos de la police, là, on a fait marcher sur une ligne, faire des choses, c'est pour voir s'ils sont pas ataxiques, s'il n'y a pas une atteinte cérébelleuse sur une intoxication alcoolique aiguë. Normalement, dans votre cabinet, les personnes ne vont pas venir avec alcoolisés, enfin, je l'espère pour vous. Mais vous allez pouvoir avoir des patients qui vont avoir une consommation alcoolique chronique, c'est ce pendant de nombreuses années. Et cette consommation alcoolique chronique, même si c'est pas énorme au jour le jour, hein, mais sur des années et des années, ça peut altérer le cervelet. Vous allez pouvoir avoir certaines anomalies cérébelleuses oculomotrices.
Et pour d'autres patients, la consommation est plus importante. Il peut y avoir le foie qui peut être très abîmé. Ça peut donner des encéphalopathies pour simplifier, hein, certaines enzymes qui se libèrent et qui vont altérer le fonctionnement global du cerveau. Et ça peut aussi entraîner des carences qui pourraient être causées dans d'autres contextes, on le verra, et qui vont donner aussi des anomalies oculomotrices. Juste avant, un petit rappel sur le cervelet, je pense que vous le savez déjà, mais le cervelet, quels sont ses rôles? Bah, ça joue dans la précision des saccades, donc, et c'est plus un axe vermis-noyau-fastigial. Si vous avez une atteinte cérébelleuse, vous pouvez avoir une hypermétrie. Une hypométrie, on n'en fait pas grand-chose. Ça peut être beaucoup de choses, c'est spécifique. Le cortex peut donner une hypométrie. Différentes choses peuvent donner une hypométrie, hein. Mais si vous voyez une hypermétrie et que le patient n'est pas catégorisé comme cérébelleux, c'est pas normal. Il n'est pas censé avoir d'hypermétrie sans atteinte cérébelleuse. Ça, c'est assez spécifique. Oups. La dysmétrie, elle peut être variable, hein, au niveau du gain. Si vous voyez, vous avez votre moyenne sur vos enregistrements, donc vous allez avoir un gain qui va être supérieur à 1,06. Mais si en plus la variance d'une saccade sur l'autre, si c'est totalement variable, là aussi c'est un indicateur d'atteinte cérébelleuse. Donc par exemple, là il doit être un 1,2 alors que là il est à 1,6. Donc vous allez avoir une SD qui va être assez importante. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est macro-oscillations saccadiques, c'est que il est hypermétrique, il se corrige, mais elle est trop loin, donc il se recorrige, il se recorrige, il se recorrige. Et sur des saccades comme ça, vous pouvez avoir des macro-oscillations après la saccade, où en fait, chaque fois, le patient essaye de se corriger, mais il a du mal à trouver le point où il est censé être. Donc on a cet aspect-là de macro-oscillation saccadique post-saccade. Donc là, vous voyez, bon, il y a des ondes carrées de base, hein. Et là, tac, 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 ça aussi, s'il a du mal à trouver son point, ça aussi, tac, 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 tac. Ça, c'est des macro-oscillations saccadiques. On a du mal des fois à les différencier des ondes carrées, c'est sur le tracé, hein, qu'on fait la différence. Et en position primaire, il y a quelques ondes carrées. Oups. Donc l'alignement des globes, ça je pense que vous le savez, hein, toutes les diplopies ne sont pas liées à des atteintes des nerfs crâniens, ne sont pas liées à des myasthénies. Il peut y avoir un grand rôle du cervelet dans l'alignement des globes. Donc on peut avoir des ésotropies, des exotropies en fonction de la région cérébelleuse qui est lésée. Et ce qui est assez typique, hein, du vestibulo-cervelet, c'est les skoues alternantes, quand c'est votre œil en abduction qui va avoir une hauteur. Ok, donc ça joue aussi dans la stabilisation. Ce que je vous ai mis là. Ah oui, bah, vous voyez en position primaire, c'est peu ample, mais il y a des petits mouvements vers le bas. C'est un petit nystagmus qui bat en bas. Là, il y a une petite skew, dans le sens où si je fais sur pause, l'œil en abduction est légèrement plus haut que l'œil en adduction. Et regardez bien, il y a ce petit... Oula, attendez, je repasse en arrière. Pas vraiment marché. Pardon. Donc là, c'est très discret, mais il y a un petit nystagmus qui bat en bas. Le tracé aide un petit peu. Là, il se majore un peu dans les positions externes. En plus, il y a une atteinte horizontale. La vidéo saute un peu, je suis désolée. Mais il y a un nystagmus du regard excentré avec une part oblique, hein, liée à ce nystagmus qui bat en bas. La vidéo est d'une qualité très mauvaise. Désolée. Donc, sur le tracé, on le voit bien. Dans les regards, donc là, je pense que vous êtes tous familiers avec les tracés, hein, mais en négatif, je suis à gauche. En positif, je suis à droite, sur la ligne bleue qui est ma ligne horizontale. Ma ligne verte est ma verticale. Vers le haut, je suis en haut. Vers le bas, je suis en bas. Donc, non seulement en position primaire, on voit qu'il y a toujours un petit mouvement, là, comme ça, tac, c'est lent vers le haut, rapide vers le bas. Donc, il y a un nystagmus qui bat en bas, qui se majore dans les positions excentrées, que ce soit la gauche, la droite, vers le bas. Bien sûr, c'est moins important vers le haut, hein, c'est la loi d'Alexander. Le nystagmus se majore dans la direction du regard, donc le nystagmus qui bat en bas se majore quand on regarde vers le bas. Il y a aussi une majoration dans les regards latéraux. Et en plus, on a une part de nystagmus du regard excentré horizontal. Donc quand il regarde à gauche, il bat à gauche. Quand il regarde à droite, il bat à droite. Et vous avez des petites ondes carrées surajoutées. Bref, ça, vous pourriez voir ça dans des atteintes neurodégénératives. Je pense qu'avec Leïla, vous avez vu la MSA et tout ça. Et pareil, elle vous a décrit ce type de tracé. C'est pas spécifique, mais c'est cérébelleux. Et voilà. Donc les ondes carrées, donc ça s'appelle ondes carrées, hein, parce que vous avez vraiment ce tracé saccade, pause, saccade. Donc, rien de spécifique dans tout ce que je vous ai dit, c'était juste pour rappeler qu'est-ce qu'était une anomalie cérébelleuse oculomotrice, donc une poursuite saccadée. Ok,
Donc, dans une atteinte cérébelleuse chronique, un peu latente, vous pouvez avoir des petits stigmates cérébelleux. Il faut voir si c'est connu ou pas avec le neurologue. Une note cérébelleuse, en fait, ça dépend du contexte. Mais il y a d'autres choses où là, il faut vous dire, mais non, il y a quelque chose qui est pas normal. Il faut vraiment qu'un neurologue le voie. Qu'est-ce que c'est l'encéphalopathie de Guillet-Wernicke? C'est une carence aiguë en vitamine B1, en thiamine. Le plus souvent, c'est de l'alcoolisme, mais pas que, hein. Si vous voyez une patiente qui vient de vous dire qu'elle a eu une chirurgie bariatrique, qui vomit tout le temps parce que sa grossesse, c'est l'horreur, ou qui est totalement dénutrie, qu'elle a une anorexie mentale ou un régime restrictif très étrange qui fait qu'elle mange que des graines, ou je ne sais, c'est quoi d'autre, peut y avoir ça dans différentes causes, mais c'est la carence dans cette vitamine qui va donner l'encéphalopathie de Guillet-Wernicke. Cette encéphalopathie, elle est associée à une triade, hein, que tous les neurologues connaissent bien. Et dans cette triade, il y a les troubles oculomoteurs. Sachant que je vous ai mis que cette triade, elle est incomplète dans 80% des cas. Donc des fois, vous allez avoir juste des troubles cognitifs et des troubles oculomoteurs. Donc c'est vraiment quelque chose où ils peuvent se retrouver chez l'ophtalmo, qui ne comprend pas pourquoi ils ne voient pas très bien, et après, du coup, il vous les adresse à vous, au lieu de penser que ça peut être peut-être quelque chose de neurologique avec la plainte cognitive. Donc quelque chose, dégradation cognitive rapide et syndrome cérébello-oculomoteur, là, il faut qu'il y ait un neurologue, hein, qui les voit, ça c'est certain. Et après, donc dans la triade, il y a les troubles cognitifs, voire la confusion, les troubles de la marche, hein, l'ataxie, et les troubles oculomoteurs. Et qu'est-ce qu'on entend par trouble oculomoteur? Donc on peut avoir un nystagmus qui bat en haut, donc là il est plus franc, hein, que celui qui battait en bas que je vous avais montré, sachant qu'il peut s'inverser à la convergence, hein. Donc nystagmus qui bat en haut, hein, lésionnellement, s'il y avait une lésion, c'est plus souvent dans le tronc, à 95% que dans le cervelet. Et vous allez avoir, en plus de ce nystagmus qui bat en haut, hein, qui oriente un peu vers le tronc, une diplopie, des atteintes du 6, des ophtalmoplégies internucléaires. Il n'y a pas que la sclérose en plaques qui donne des ophtalmoplégies internucléaires dans des cas de carence, notamment de carence en B1. C'est typique d'avoir une ophtalmoplégie internucléaire. Et ça, quand elle est partielle, c'est quand elle est franche. On est d'accord que l'œil en adduction, il bouge pas, pendant que l'œil en abduction, il va trop loin. Le noyau du 6, il comprend pas ce que fait le noyau du 3, donc il envoie encore plus d'informations vers le noyau du 3. La voie est coupée, ça passe pas. Il envoie plus d'informations vers son nerf, vers le nerf 6 qui est responsable de l'abduction. Donc trop d'informations. On a notre nystagmus d'un côté sur l'œil en abduction, tandis que l'autre, bah, ça passe pas, ça passe pas. Ça, c'est franc. On voit bien qu'il y a un œil qui n'est pas aligné avec l'autre. Cliniquement, c'est facile. Des fois, c'est pas ça, hein. C'est juste, on va avoir l'œil qui est en adduction. Comme il a moins d'informations, comme le blocage est partiel sur cette autoroute, il va juste glisser lentement pour faire son adduction. Plutôt que l'œil en abduction, va aller trop vite, va avoir un petit overshoot avant de se remettre. Donc, dans des formes partielles, des fois, c'est difficile à voir, hein, les ophtalmoplégies internucléaires. Donc voilà, un patient qui est alcoolique, qui a une atteinte d'un nerf crânien comme ça, on comprend pas très bien, il n'a pas vu de Non, non, il faut vraiment qu'il aille aux urgences rapidement, ils sauront le faire. En fait, on met des perfusions de vitamine B1, B1, B6 et d'autres choses d'ailleurs, assez rapidement, parce qu'en fait, si ces patients ne sont pas vus rapidement et pas corrigés rapidement, ils évoluent vers un Korsakoff. Le syndrome de Korsakoff, c'est assez horrible parce que c'est irréversible. Bon, après, on peut mettre toutes les vitamines qu'on veut, il ne se passe rien. Mais c'est des patients qui vont avoir une amnésie antérograde massive. Euh, C'est-à-dire que leur vie d'avant, leurs souvenirs d'avant, ils vont garder cette trace-là. Mais tout ce qui va se passer après l'encéphalopathie, après la lésion, ils vont plus rien stocker. Donc, vous allez rentrer dans leur chambre, leur parler, ressortir, leur reparler, ils auront oublié qu'ils vous auront vu. Sauf que le cerveau, il aime pas ça, ça fait pas sens, parce qu'on est là, on est censé avoir une continuité. Donc, il va créer des faux souvenirs pour masquer le vide qui est qu'on se souvient plus on n'arrive plus à stocker. Donc, c'est des patients qui vont être déments, et parfois assez jeunes, avec cette amnésie entérograde massive, cette fausse reconnaissance avec des confabulations, et l'atteinte frontale, hein. Donc, le lobe frontal, c'est ce qui nous permet d'être adaptés en société. Donc là, ils vont être totalement désinhibés. Et parfois un peu énervés, parce que c'est perturbant de ne pas savoir ce qu'on fait là finalement, parce qu'on oublie tout au fur et à mesure. Donc, c'est des patients qui, dès 50 ans, on a du mal à les placer, mais qui vont être institutionnalisés très jeunes sur des choses qui auraient pu être totalement curables.
avec des vitamines et bien sûr aussi en essayant de les adresser vers des addictologues ou certaines structures quand c'est lié à de l'alcool pour prendre en charge cet alcoolisme qui, je le rappelle, est une maladie qui s'accompagne, où il y a des solutions actuellement qu'on peut proposer à nos patients qui sont atteints de dépendance. Il y a des psychiatres qui sont spécialisés dans ça, il y a des centres avec des équipes pluridisciplinaires qui sont spécialisées pour les accompagner. Mais pas de stigmatisation. Le Gaillet-Verniquet, ça peut être aussi sur de la dénutrition pour d'autres causes. En France, c'est l'alcoolisme. Mais tout ce qui est dénutrition sur des chirurgies bariatriques, attention, hein, trouble plainte visuelle qui apparaît après une sleeve, faut qu'il y ait un examen après un neurologue pour voir qu'elle soit pas cérébelleuse. Trouble de l'équilibre qui apparaît après une sleeve, pareil, hein, c'est pas. Il y a En fait, vaut mieux adresser les gens pour rien plutôt que de passer à côté de choses qui peuvent se guérir et qui ont des conséquences si elles ne sont pas prises en charge tôt. Donc, je pense que si vous adressez à un neurologue quelqu'un pour plainte visuelle post-sleeve avec trouble de l'équilibre ou trouble plainte cognitif, même si finalement c'est juste sur beaucoup de stress dans un moment particulier de grossesse, il vous en voudra pas. Parce qu'il faut vraiment écarter cette carence en B1. Ok. Euh, donc, là, les toxiques, hein, autres que l'alcool, qui peuvent donner des encéphalopathies. Le lithium, c'est assez typique, sachant que même des patients qui sont sous lithium depuis plusieurs années peuvent avoir une encéphalopathie au lithium. Et ce qui est classique, hein, c'est les nystagmus qui battent en bas. Les antiépileptiques aussi, ça peut donner des encéphalopathies, sachant que, attention, là, c'est vrai qu'un patient qui a son traitement depuis des années, qui n'a pas de plainte cognitive, qui a juste un petit nystagmus du regard excentré, ça peut être juste un signe qui prend bien son traitement. En fonction des traitements, il y en a certains, dont le Tegretol, qui vont très vite donner des petits troubles oculomoteurs. C'est pas grave, c'est pas une encéphalopathie dans le sens où il n'y a pas une souffrance diffuse cérébrale. D'ailleurs, il n'y a pas de plainte visuelle, il n'y a pas de plainte autre. Ça peut être juste le traitement. Le lithium, attention, ça peut vraiment donner des encéphalopathies avec des nystagmus qui battent en bas. Les paralysies oculomotrices, c'est pas vraiment lié à des encéphalopathies, c'est plus des atteintes des nerfs crâniens. Je vous l'ai mis parce qu'on parlait de toxiques. Parce que le piège classique, là, si vous voyez beaucoup de patients parkinsoniens, ça va être le Botox, hein. On leur injecte des choses pour des blépharospasmes ou autres. Quand c'est mal injecté, ça peut aller sur vos nerfs, sur vos muscles oculomoteurs et vous allez pouvoir avoir des atteintes qui sont purement iatrogènes sur du Botox. Et si c'est à visée esthétique et que c'est mal fait par des gens qui s'y connaissent pas, pareil, attention au Botox. Et par contre, les crises oculogires, là, c'est aussi très lié aux toxiques, aux neuroleptiques. C'est des patients qui ont une déviation tonique des yeux vers le haut et c'est une dystonie dans le sens où c'est une contraction, hein, du releveur et qui est invincible et qui est liée aux neuroleptiques. Et là, pareil, il y a des traitements. Il faut diminuer les neuroleptiques et mettre des anticholinergiques. Ok, pour les encéphalopathies, je ne les ai pas toutes traitées, mais l'idée, c'est plus troubles cognitifs, euh, troubles oculomoteurs qui évoluent rapidement, faut qu'il y ait un avis neurologique. Les encéphalites auto-immunes, c'est plus peu mon dada. Qu'est-ce que c'est l'encéphalite auto-immune? C'est tout simplement c'est les propres anticorps du patient qui vont s'attaquer contre leurs propres cellules. Des fois, ça arrive sans qu'on trouve vraiment de cause. Des fois, c'est associé à des atteintes tumorales. On dit que c'est paranéoplasique. La patiente a un cancer et ça déclenche. Et les anticorps qui sont là normalement pour lutter contre le cancer, eh ben, ils vont reconnaître ses propres cellules non cancéreuses et vont causer des lésions, y compris cérébrales. Je simplifie, bien sûr, hein, si un neuro-oncologue m'écoute. Et ça peut être donc paranéoplasique, ça peut être post-infectieux. Donc après un virus, il y a une réponse immunitaire et le système s'emballe et du coup on a ces anticorps qui vont venir s'attaquer à notre propre cellule. Et des fois, ça peut être déclenché par des médicaments. Donc soit c'est des anticorps, hein, qui sont à la surface de nos cellules, soit c'est des antigènes qui vont être dans les cellules et là les anticorps, là notre réponse immunitaire va détruire ces cellules. C'est un petit détail. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très difficile de diagnostic et on découvre de plus en plus d'anticorps. Avant, c'était pas autant diagnostiqué, on passait à côté de beaucoup de diagnostics. Parce que, comme dans les encéphalopathies, finalement, l'encéphalite auto-immune, c'est une sous-casse des encéphalopathies. On a des symptômes cliniques très divers, hein. C'est la même chose que sur ma diapo d'intro sur les encéphalopathies. C'est des formes explosives qui passeront pas chez vous. Troubles de la conscience, crise d'épilepsie.
Mais tout ce qui va être trouble psychiatrique, trouble du comportement, mouvements anormaux, déficit neurologique focal, des fois, c'est plus difficile de diagnostic. Et il y a certaines portes d'entrée des encéphalites auto-immunes où c'est purement oculomoteur, il n'y a rien d'autre au début. Et ça, pareil, il y a un traitement, c'est de mettre, pour simplifier, soit des auto-anticorps qui vont bloquer nos propres anticorps qui vont sur les cellules, soit de laver les auto-anticorps du patient en faisant des plasmaphéreses ou autres, ou de mettre sinon des traitements immunomodulateurs. Et là, on retrouve le même schéma avec cette même corrélation, où si jamais il y a le cortex qui est atteint, ce sera plus des latences, ce sera une encéphalite. Si c'est le tronc, on dit que c'est une rhoboencéphalite. Rhoboencéphale, hein, c'est l'autre nom du tronc cérébral. Si c'est le cervelet, ce sera une cérébellite. Euh, pour vous donner un exemple, c'est l'encéphalite antigade. C'est une des plus fréquentes et ça peut donner des troubles très variables. On peut avoir le syndrome de l'homme raide. C'est une raideur musculaire progressive associée à des spasmes douloureux. Ça, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Céline Dion. Euh, le problème avec ça, c'est qu'en fait, il y a vraiment des syndromes de l'homme raide où c'est purement organique. Il y a vraiment une urgence à traiter parce que c'est des anticorps qui sont sur leurs propres cellules. Et pour beaucoup, en fait, c'est un peu une souffrance psychique qui se traduit à travers leur corps avec des choses qui ressemblent à ce symptôme-là, parce que finalement, c'est des gens qui ont mal partout et qui ont des spasmes douloureux. Mais il n'y a pas d'atteinte, hein, il n'y a pas d'auto-anticorps. Et les trois quarts, ce sera actuellement, avec la médiatisation du syndrome de l'homme raide, maintenant, il y a beaucoup de cas où c'est fonctionnel, hein, c'est pas organique, mais il y a des vraies atteintes organiques. Le syndrome de l'homme raide existe, et sur des atteintes auto-immunes. Et dans les signes objectifs, on ne verra jamais chez quelqu'un qui a un trouble fonctionnel, hein, en lien avec une souffrance, ça va être des atteintes oculomotrices qui peuvent pas, en fait, qui ne font pas partie du cortège des signes fonctionnels oculomoteurs. Donc, le syndrome de l'Umbrette, douleur diffuse, ça peut être des encéphalites limbiques, des troubles cognitifs et des ataxies cérébelleuses. Et maintenant, on sait, hein, qu'il y a vraiment des formes oculomotrices isolées, donc des opsoclonus, comme je vous ai montré, ou des flotteurs, et des nystagmus qui battent en bas de façon totalement isolée. Donc ces patients, pour la moitié d'entre eux, dans ceux qu'on a enregistrés, ils vont se plaindre d'une diplopie, hein, de différentes causes, le plus souvent cérébelleuse, et ils vont avoir des nystagmus, hein, de diverses natures. Voilà. Une autre forme de nystagmus dont je vous ai pas encore parlé, qui est assez rare, c'est le nystagmus alternant périodique. Là, c'est plus la minute, le saviez-vous, hein, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est assez marrant parce que c'est des nystagmus qui battent dans un sens et toutes les 2 minutes, ils changent de sens. Et ça, c'est souvent en lien avec des lésions du nodulus. Mais ça peut être aussi associé à des encéphalites auto-immunes, mais très rarement. C'était juste la curiosité de ce nystagmus comme ça qui change de chance toutes les 2 minutes. Si vous faites des tracés longs, vous allez vraiment le voir changer. Là, c'est un tracé en vitesse. On voit qu'il bat d'un côté, puis de l'autre côté, puis de l'autre côté. Après une phase souvent calme, tac, il se met à battre de l'autre côté. Ok, donc ça, c'était juste pour vous dire, voilà, il y a certains anticorps qui peuvent donner un peu tout et n'importe quoi et qui peuvent avoir des présentations on a du mal à se dire est-ce que c'est psychiatrique ou non. Les yeux vous orientent vers non, 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 c'est pas psychiatrique, il y a vraiment une atteinte et il faut traiter. Euh, Là, je vais vous montrer cette vidéo avant de la commencer. Demandez de regarder à gauche, regardez tout à gauche. Ok, là, j'y arrive pas, regardez tout à droite. Ok, ça marche. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous demander de regarder mon nez. Regardez mon nez. D'un côté, je lui ai son portable, je lui tiens la tête, donc c'est pas très beau comme rock, mais Regardez ça bouge en pas haut. beaucoup. Regardez en bas. Donc, là, plusieurs choses à voir. Si je remets la vidéo dès le début, vous voyez, tac, je le remets en position primaire. Il y a ce petit mouvement comme ça, il y a un petit nystagmus qui bat en haut. Donc déjà, on sait qu'on est dans le tronc. Le nystagmus qui bat en haut, le plus souvent, c'est le tronc. De regarder à gauche, regardez tout à gauche. Film. Ah, pardon, je Demandez de regarder à gauche, regardez tout à gauche. Donc là, elle n'y arrive pas spontanément, elle bouge la tête, hein, pour regarder à gauche. Et pareil, à un moment, elle dit oui, j'y arrive plus, je me souviens plus comment on fait. Mais attention, hein, ça, c'est pas une apraxie. Une apraxie avec
les rocs fonctionnent, hein. C'est juste que la patiente n'y arrive pas. Et c'est aussi une vidéo pour illustrer des patientes qui n'arrivent pas à bouger les yeux, même s'ils disent oui, j'y arrive, je sais plus comment on fait. C'est pas toujours des apraxies, là, clairement, elle a une ophtalmoplégie horizontale, hein. En horizontal, que ce soit en roc, qu'importe la modalité, ses yeux ne bougent pas. Et qu'importe la raison d'une ophtalmoplégie, les patients vont avoir une tendance, des fois, à compenser avec des mouvements de tête, même si c'est peu efficace parce que les rocs ne fonctionnent pas. Mais en bougeant la tête, c'est pas pour faire bouger les yeux, c'est pour faire bouger son axe de vision et être en face de la cible qu'elle veut voir, même s'il n'y en a pas. Donc, elle a une ophtalmoplégie horizontale. On voit que le nystagmus, il s'active quand elle essaye de regarder en horizontal. Il y a vraiment l'effort de concentration. Du coup, ses OPN sont vraiment désactivés. Donc, le seul mouvement qu'elle peut faire en vertical, il augmente. Regardez tout à droite. Donc pareil, hein, on voit c'est plus ample parce que ces OPN sont désactivés, elle n'y arrive pas. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous demander de regarder mon nez. Regardez mon nez. Donc voilà, bon, il n'y a pas de rock, si c'est pas fait de manière très orthodoxe, hein. Regardez en haut. En haut, elle arrive à réorienter son regard vers le haut, il y a toujours le nystagmus surajouté. On le voit un petit barreau. Regardez en bas. Je suis un peu rapide, honnêtement, pour de la poursuite. Donc là, on est dans autre chose. Et il y a certains anticorps antineuronaux, et souvent, pour généraliser, il y en a beaucoup comme ça qui vont entraîner des rhomoencéphalites, des atteintes du tronc, qui seront associées, qui sont paranéoplasiques. Donc là aussi, il faut un peu s'activer dans le sens où il y a peut-être un cancer à rechercher si c'est pas connu. Cette dame-là, elle a fait un cancer du poumon, une petite cellule, qui a donné des anticorps, des anti-HU, qui se sont retournés ensuite contre ces cellules, ces centres oculomoteurs du tronc. Donc, elle a une atteinte où il y a plusieurs choses qui s'y associent. Cette ophtalmoplégie horizontale, ce nystagmus qui bat en haut, elle a aussi un ralentissement des saccades verticales. Et je vous rassure, je vais pas faire un listing, mais c'est pour vous donner un exemple, présentation un peu mixte, qui peut donner plusieurs choses, mais en tout cas qui n'ont rien à voir avec des troubles cognitifs et des troubles psychiatriques. Il faut aller voir le neurologue. Là, je vous ai mis romancéphalite, plutôt une ambiance tumorale, ou pareil, faut réagir assez rapidement, mais c'est souvent des formes un peu plus explosives. Et là, finalement, je termine avec un autre anticorps où là, ça n'aura pas grand-chose à voir, parce que c'est des patients où c'est progressif pour 70% d'eux, qui ont plus de 50 ans pour la grande majorité, et qui vont avoir des présentations assez variables et qui peuvent ressembler à des maladies neurodégénératives, notamment à des PSP, avec des troubles oculomoteurs fréquents, et notamment des lenteurs verticales. Donc, ils peuvent être pris à tort pour des PSP, mais ce n'est pas des PSP. Euh, et pourquoi au niveau oculomoteur? Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses hein, pour les distinguer, mais si on a du cervelet plus de la lenteur verticale, il faut se demander est-ce que c'est vraiment ça le diagnostic, sachant qu'il y a des formes dégénératives où il y a les deux, hein. Mais ouais, c'est pour dire que des fois, ça peut mimer certaines maladies neurodégénératives, ça évolue plus rapidement, malheureusement. Donc voilà, c'était mes messages d'essayer de faire quelque chose qui ne ressemble pas à toutes les interventions que vous avez d'habitude en me parlant de causes euh, peut-être un peu plus rares sur les encéphalites, un peu moins connues sur les encéphalopathies, mais ça c'est pas rare, pour qu'une fois vous ayez entendu ces mots et que vous sachiez comment réagir. Et basiquement, ce genre de maladie, le bon côté, c'est que ça peut se traiter avec un traitement. On n'est pas au début dans de la rééducation, on est vraiment dans un traitement étiologique. Si c'est un toxique, d'arrêter le toxique. Si c'est métabolique, de le corriger en supplémentant des vitamines ou autres. Si c'est une encéphalite, en faisant un traitement immunomodulateur slash immunosuppresseur. Je sais pas combien de temps j'ai pris. Oui, moi je remercie hein, le docteur Bertrand Guémard et toute mon équipe à la Pitié-Salpêtrière. J'enregistre des patients. Vous êtes les bienvenus si vous voulez voir. Je sais pas, je suis à combien de temps où je parlais? C'est parfait en termes de timing, Ah ouais, Aude. un peu long même. Non, Désolée. non, 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 ça colle tout à fait. Là, tu vois, on a Ah, normalement jusqu'à 13h30. Donc, ok. merci beaucoup, en tout cas, pour ta présentation. Moi, je trouve que c'est bien, en fait, d'arriver à dire, ben, en fait, il y a certains signes oculomoteurs qui peuvent vraiment être des signaux d'alerte et ça peut pas être, entre guillemets, que psychiatrique, là, comme l'exemple de la patiente de tout à l'heure qui avait effectivement une souffrance. Avant, enfin, je sais pas s'il va y avoir des questions. Moi, j'ai une question sur un tracé que tu as montré tout à l'heure, donc c'était peut-être dans ta partie introductive, mais comment ça s'appelle? C'était donc ton tracé, tu sais, des oscillations macrosaccadiques, où Ouais. j'avais l'impression que là, on les voyait que sur les retours au centre,
Ou est-ce que Ouais. c'est moi qui n'ai pas bien regardé? Et pour Non, ce... c'est des fois on les voit que sur les retours au centre, hein. Oui, C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on pourrait se dire que même en périphérie, on pourrait avoir cette pardon, en oui, centrifuge. Des fois, je mélange les deux mots. ouais, moi aussi. On pourrait avoir ça aussi, mais ça dépend des patients et des fois on les a clairement qu'en centripète. D'ailleurs, la vidéo, si tu as fait attention, c'est pas le tracé du patient. Non, j'avais bien vu que Lui, c'était pas le tracé du patient. non, et lui, il a les deux. Donc Oui, voilà. voilà, celui-là, il avait Les, les deux. les deux Alors, sont possibles. Et ouais. sachant que les ondes carrées, souvent, elles se majorent hein, dans les regards excentrés, donc c'est des fois difficile de faire la part des choses. Ok. Et justement, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu des difficultés, c'est comment tu arrives à faire la différence entre des oscillations macrosaccadiques et des ondes carrées. Ça, j'avoue, c'est un peu challenge pour moi encore. Bah, souvent, les patients ont les deux. Après, dans l'oscillation macrosaccadique, c'est pas. Attendez, je vais peut-être repartager pour montrer. Ouais, je veux bien. Je me remets en plein écran. Non, là, bon. Attendez, je vais peut-être- Mon petit cervelet. Désolée, désolée, j'y viens. C'était là. Ouais, je crois bien. Et normalement, si je le mets là, c'est bon. Donc, normalement, une onde carrée pour un patient donné, c'est censé être de la même amplitude et de la même, un peu d'avoir la même morphologie. Ouais, Là, on voit que tac, ça augmente en amplitude et ça rediminue un peu, comme si ça faisait ouais, un fuseau. Donc, un critère, c'est pas la même. Il y a une variabilité en fait sur sur la l'amplitude taille. et ouais, où ça peut être un peu progressivement croissant et après décroissant de ces oscillations. Deuxième, c'est que ça peut être supérieur à 5 degrés d'angle. Ok. Les ondes carrées, on dit que c'est des macro-ondes carrées, hein, ça existe quand c'est supérieur. Mais d'ailleurs, quand c'est une onde carrée inférieure à 5 degrés, ça peut être cérébelleux. Ça peut être cérébelleux, ça peut être les noyaux gris centraux, ça pourrait être aussi d'autres réseaux, c'est en discussion. Mais quand c'est supérieur à 5 degrés, quand on a des macro-ondes carrées, là, c'est le cervelet. Et là, quand vous avez ces macro-oscillations saccadiques, c'est le cervelet. Donc, l'amplitude, la variabilité et le fait que ça intervienne après une saccade. Ok. Ok, ok. Mais des fois, c'est Merci. pas facile et il y a les deux qui se mélangent. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment pas toujours évident. Et en fait, si en tout cas, s'il y avait un petit peu des signes clés un petit peu à retenir, enfin en tout cas, après tu me dis et tu complètes. Moi, je retiens que tout ce qui est, enfin, quand tu vois un flotteur, un obsoclonus, quand tu as des oscillations macrosaccadiques ou des signes cérébelleux, ça vaut le coup d'aller envoyer vers un neurologue parce qu'a priori, ben, en fait, c'est pas, il y a une atteinte quelque part centrale. Ah oui, oui. En fait, c'est vraiment si c'est pas connu. Si on vous dit, bah voilà, ce patient, il a une atrophie multisystématisée, c'est un syndrome parkinsonien atypique associé à des atteintes cérébelleuses, et qu'on vous l'envoie pour éducation, bah, c'est connu. Mais Oui. si le patient, on vous l'envoie juste pour plein de visuels inexpliqués, Mm. et qu'il y a pas, et que vous sentez qu'il n'y a pas de diagnostic de fait, non, non, là, faut qu'il voit un neurologue. Parce que des fois, en fait, sur des diplopies, le patient va pas dire clairement, bah voilà, je vois double. Il va dire, bah voilà, c'est flou. Parce qu'en fait, c'est un peu un double contour, ou ça va pas être étiqueté comme une diplopie, donc ça va pas avoir le bilan d'une diplopie comme ça devrait être fait. Et vous allez bien voir qu'il y a un défaut d'alignement, surtout dans les regards excentrés, ce genre de choses. Et là, vous pouvez redresser le diagnostic en disant, bah, je pense qu'il faut un avis neurologique. Après, que le cervelet il soit atteint sur une atteinte inflammatoire, infectieuse ou autre, c'est purement là, ça localise plus la région, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un neurologue qui vous Mm. dise, bah, c'est lié à telle atteinte. Ok, ok, ok. Et Alors, pareil, les oscillopsies, hein, je suis désolée, non, mais si, vas-y, continue, c'est justement. que il y a beaucoup de nystagmus qui sont totalement asymptomatiques. Donc Mm, pourquoi un nystagmus l'est ou pas, on ne connaît pas tout exactement, ça dépend pour beaucoup de l'ancienneté. Un nystagmus mm, congénital n'est pas censé être mm, symptomatique. S'il décompense et que le patient commence à avoir des symptômes, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une décompensation cérébelleuse. Bref, mm. l'ancienneté, la durée du plateau, de la phase lente, Ouais, et, et voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs, les ondes carrées, il n'y a pas de symptômes normalement, parce que sur le plateau, comme il y a une pause, et ouais. bah, du coup, le patient décrit bien. Alors que dans le flotteur, c'est symptomatique parce qu'il n'y a pas le temps d'avoir une fovéation. Donc là, on va avoir des plaintes d'oscillopsie. Donc, souvent, en fait, ça passe inaperçu parce que même les neurologues, hein, classiquement, en fait, on n'a pas vraiment de cours sur l'oculomotricité, hormis les nerfs crâniens. Donc, des fois, on n'examine pas correctement les mouvements oculaires du patient et on peut passer à côté de choses. Mais vous qui allez le faire fixer, le faire converger dans différentes positions, vous allez peut-être mettre la main sur les doigts sur des anomalies que le neurologue n'aurait pas vues.
Ok, Et parce que le patient, comme il se plaint de rien, il se plaint pas de synopsie, bah, le neurologue va pas regarder attentivement ses yeux. ouais. Ok, et attends, si tu détectes par exemple un... Ouais, attends, je suis en train de mélanger les choses, mais c'est pas grave. Je vais poser une question bête, tu me l'autorises? Hmm. J'aurais Si peut-être par une exemple, réponse bien. attends, tu as un patient qui Hmm. vient parce que tu as des nystagmus d'origine périphérique. Ouais, Donc, mais dans ce cas-là, tu aurais plus un trouble un peu de type vertigineux dans ce cas-là. ouais, Donc, dans en les fait, deux, tout à de peu près. suite, tu aurais déjà fait une distinction entre les deux. Donc, ça, ce serait pas Bah, ouais, forcément c'est que général. quelque chose d'ORL, il y a plusieurs critères, hein. Donc, la l'inhibition ou non par la fixation. Il y a le Oui, fait, si ça change de chance, en fonction de la position du regard, ce sera pas ORL. Si c'est vertical, ce sera pas ORL. Donc, il y a des critères pour ouais, distinguer c'est ce ça. qui est vestibulaire de ce qui va être central. Oui, c'est ça. Ok, ok, Et ok. oui, il y a le vertige rotatoire. Alors, quand c'est cérébelleux, c'est plus on sent comme sur un bateau, Ouais, classiquement. ça marche. Ok. Merci pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des questions dans les orthoptistes qui sont là et qui pourraient se retrouver face à ce genre de patient? Non? Bah, tant mieux, de toute façon, si Mais jamais ça veut dire que c'était clair, donc ça, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. non, non, mais s'il y a le moindre doute et que vous voulez réenregistrer le patient, il ne faut pas hésiter à nous l'envoyer. Bah, si c'est en région parisienne, vous pouvez me l'envoyer. Si c'est en région lyonnaise, pareil, il y a un grand centre oculomoteur à Lyon, en fonction des régions. Donc, je ne sais pas Oui, si vous êtes tous très parisiens, mais sinon, dans chaque région, il y a des grands centres où ils enregistrent. Et si vous avez un doute, il ne faut pas hésiter à les envoyer pour qu'il y ait une confirmation et généralement, on préfère enregistrer pour rien que de passer à côté de choses, hein, donc, ouais, ouais, c'est ça, je comprends. ouais. Et donc, pour des personnes qui seraient pas forcément proches de toi, mais qui sont équipées d'un oculomètre, ils peuvent t'envoyer l'enregistrement? Ouais, l'enregistrement et la vidéo si possible, des fois, parce Ouais, que dans certains cas, il y a des il est pièges visible. typiques, hein, c'est les mouvements de tête, ou du coup, quand on a que le tracé, des fois, on est un peu gêné. Oui, non, je suis d'accord. Ouais, Quand on n'a que le tracé, des fois, ça aide pas. ouais. Ok, et ben écoute, merci beaucoup Aude pour ton temps, pour ta présentation que moi j'ai trouvé très claire. Donc, et puis le message à garder, c'est vraiment il y a des signes en fait oculomoteurs qui peuvent alerter. Et donc dans ce cas-là, si vous les détectez, donc tout ce qui est flotteur, obsoclonus, des nystagmus notamment verticaux euh, et des signes cérébelleux, ben, n'hésitez pas à envoyer vers un neurologue. Il vaut mieux envoyer un neurologue pour une fausse alerte que rater de faire traiter un patient qui pourrait être quelque part récupéré en fait. Voilà, ça résume bien. Bah, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup Aude pour ton temps. Je te souhaite une belle suite de journée, puis je te dis à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.